Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Avant de commencer cette présentation, nous aimerions reconnaître que le Réseau national de navigation pour nos nouveaux arrivants, N4, est hébergé par le Centre hospitalier pour les enfants de l'Est de l'Ontario, CHIO, qui est situé à Ottawa, Ontario. Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Les membres de la nation algonquine Anishinaabe vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Nous leur rendons hommage ainsi qu'à ce territoire. Leur culture et leur présence ont enrichi le territoire et continuent de l'enrichir. Nous rendons également hommage à l'ensemble des Premières Nations, des Inuits et des Métis, de même qu'à leurs précieuses contributions à ce territoire passé et présente. Je m'appelle Stéphanie Rochette et je suis l'adjointe administrative de N4. Je serai l'animatrice et la modératrice de la présentation aujourd'hui. Mes collègues Colleen Drake et Andrew Thomeyer seront co-animateurs et suivront la boîte de questions et réponses aujourd'hui. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les présentateurs aujourd'hui. Puis-je vous demander d'allumer votre vidéo pendant que je vous présente? Alexis Jobin-Thieberge, conseiller cadre partenariat, programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'AIL, PREDA. Alexis a débuté sa carrière auprès des demandeurs d'asile et des réfugiés au Brésil comme stagiaire, une ONG Mission Paz. Et il s'est joint à l'équipe de PREDA en 2018. Il a réalisé ses études supérieures en droit international et en politique internationale, ainsi qu'une gestion de développement international en action humanitaire au Canada et au Brésil. Ses travaux portaient sur les politiques d'externalisation, des flux migratoires irréguliers et l'interception des migrants dans les pays tiers. Au PREDA, il est responsable des partenariats et au rayonnement du programme. Je vais présenter aussi Carissa Decoty, travailleuse sociale, programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, PREDA. Carissa est une travailleuse sociale et possède de l'expérience en protection de l'enfance et en soins aux réfugiés. Elle travaille actuellement au sein du PREDA à Montréal. Elle a un bac en travailleuse sociale et possède, un développement international et sciences politiques et une maîtrise en travailleuse sociale à l'Université McGill. Elle travaille pendant 4 ans au sein de l'équipe suivie psychologiquement auprès des mineurs accompagnés MNA. Et elle occupe maintenant le poste spécialiste en activités cliniques au sein de cette équipe. Carissa est passionnée par le partenariat intersectorial et par tendance migratoire mondiale. Elle est consacrée à l'application des meilleures pratiques et soutenir les MNA au Québec et au Canada. La séance aujourd'hui est enregistrée et sera téléchargée sur la plateforme N4. Nous vous communiquerons dès qu'elle sera disponible. S'il y a des problèmes techniques surviennent pendant cette présentation, nous vous communiquerons avec les détails nécessaires pour que vous puissiez participer à une autre session. Avant de commencer la séance aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour vous exposer les caractéristiques de notre plateforme afin d'améliorer votre expérience de participation. Tout au long de la séance aujourd'hui, nous vous invitons à écrire vos questions dans la fenêtre de questions et réponses. Nous savons que parfois, un bon nombre d'entre vous pourraient vouloir poser la même question ou être intéressés par une réponse en particulier.
Aujourd'hui, vous avez la possibilité de voter positivement pour une question. Veuillez poser votre question positivement pour les questions auxquelles vous souhaitez obtenir une réponse et nous prioriserons les questions dès que nous poserons aux conférenciers. Cela dit, passons tout de suite à la présentation aujourd'hui. Je vais céder la parole à nos présentateurs. Merci beaucoup pour l'introduction, Stéphanie. Parfait. On va partager l'écran. Super. Merci beaucoup, Carissa. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Carissa et moi sommes très heureux d'être présents pour vous parler de notre programme puis des services qu'on offre aux personnes qui sont en demande d'asile. Par contre, avant de se lancer là, dans nos services, on voulait parler de l'état de la situation au Québec en matière d'arrivée des demandeurs d'asile, puis dresser le portrait là, de la situation. On va pouvoir changer de diapositive. Donc, les grands objectifs de la présentation d'aujourd'hui, ça va être vraiment là, de donner un aperçu de la situation concernant l'arrivée des demandeurs d'asile au Québec et au Canada, de se familiariser avec le mandat du PRAIDA puis son offre de service aux personnes qui ont demandé l'asile, puis de comprendre aussi les impacts du protocole additionnel de l'entente sur les tiers pays sûrs sur les arrivées des personnes qui demandent asile au pays. On va pouvoir changer de diapositive. Parfait, merci. Donc, le Canada a des engagements internationaux en matière de protection des migrants, étant donné qu'il a adhéré à deux grandes conventions. La première, c'est la Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951, puis à son protocole additionnel de 1967. Donc, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, aussi surnommée la Convention de Genève, est vraiment un instrument juridique fondamental en matière là, de protection des réfugiés. C'est la Convention de 1951 qui, en quelque sorte, a codifié le droit des réfugiés. Donc, la Convention va vraiment là, définir le terme de réfugié, puis va aussi établir là, les droits des personnes qui sont reconnues comme telles, puis les obligations des États qui ont signé là, la Grande Convention. Donc, la Convention de Genève va proposer des principes qui sont essentiels, comme celui du non-refoulement, qui interdit aux États là, de renvoyer un réfugié vers un territoire où sa vie serait en danger ou s'il serait menacé, ou encore de poursuivre pénalement une personne qui serait arrivée sur le territoire canadien de manière irrégulière. Donc, la Convention de Genève là, vient protéger ça. Sinon, par rapport au protocole additionnel de 1967, bien, celui-ci a plutôt élargi la portée temporelle puis géographique de la Convention de 1951 parce qu'à l'époque, elle se référait seulement aux événements survenus avant 1951 puis aussi aux événements survenus au sein des frontières de l'Europe. Donc, en ayant ratifié le protocole de 67, on vient vraiment élargir là, sa portée temporelle et géographique. Puis, le Canada a vraiment intégré là, la définition de la personne réfugiée dans sa loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. C'est l'article 96 vraiment qui va proposer la définition. On va la voir à la diapositive suivante. Sinon, bien, le Canada a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est une convention qui a été produite là, en 1984. Donc, conformément à cette convention, le Canada doit prendre des mesures concrètes afin que la torture n'arrive pas à l'intérieur de ses frontières, donc qu'il n'y ait pas de torture là, au Canada, mais ça prévient aussi de renvoyer quelqu'un dans un pays où il serait à risque de subir la torture. Donc, le Canada a ratifié cette convention-là. Puis, on a aussi intégré là, la définition d'une personne à protéger dans la loi. C'est à l'article 97 qu'on trouve cette définition-là. Avant d'aller plus loin, c'est super important de bien clarifier là, les deux termes, soit le terme de réfugié et le terme de demandeur d'asile. En fait, c'est souvent deux termes qui sont confondus, mais ils représentent vraiment des statuts distincts, puis ils ont des implications spécifiques là, en termes de séjour puis d'accès aux services au Canada. Donc, c'est vraiment super important là, de bien faire la distinction entre le statut de réfugié et le statut de demandeur d'asile, parce que c'est vraiment deux statuts qui diffèrent. Donc, pour commencer, la Convention, le statut de réfugié. Donc, le statut de réfugié, comme je disais un petit peu plus tôt, a vraiment été défini par la Convention de Genève de 1951. Donc, bien, pour pouvoir obtenir le statut de réfugié, la personne doit craindre
d'une persécution, puis son pays d'origine n'est pas en mesure de la protéger, donc elle va vraiment chercher protection dans un autre pays. La Convention de 1951, en fait, pour pouvoir l'obtenir, il faut que la personne soit persécutée en lien avec 5 critères. Donc, en lien avec la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou encore l'appartenance à un groupe social. Ici, on peut penser, par exemple, aux membres, là, aux personnes issues des communautés LGBTQ+, ou encore à une femme qui serait victime de violences conjugales. Donc, pour pouvoir obtenir le statut de réfugié, il faut vraiment que la personne là, soit persécutée selon un de ces 5 critères-là, puis que son pays d'origine aussi ne soit pas en mesure de la protéger. Donc, ça va faire en sorte à ce que la personne va fuir pour pouvoir solliciter le statut dans un tiers pays. Le Canada participe au programme de réinstallation des réfugiés. C'est un programme là, de l'Organisation internationale de la migration et du Haut-Commissariat des réfugiés des Nations unies. Donc, chaque année, le Canada va réinstaller des milliers de réfugiés au Canada. Donc, les réfugiés vont être soit parrainés par l'État, donc par le Canada, ou encore parrainés par le privé, soit un groupe de 2 à 5 citoyens, ou encore un organisme communautaire ou un groupe religieux. À l'arrivée, la personne réfugiée va déjà avoir accès au statut de résident permanent, elle va déjà avoir accès à l'assurance médicale provinciale ou territoriale, puis elle va pouvoir devenir une citoyenne canadienne là, dans les 5 années. Donc là, ici, là, je viens de parler de la définition d'une personne réfugiée. On va maintenant regarder c'est quoi le statut de demandeur d'asile. Donc, en fait, le terme de demandeur d'asile désigne une personne qui est en train de solliciter la protection internationale, mais sa demande n'a pas encore été évaluée. Donc, dans les faits, le demandeur d'asile va chercher à revendiquer le statut de réfugié. Donc, les personnes en demande d'asile vont se rendre au Canada là, vraiment par leurs propres moyens, puis vont présenter leur demande soit à un point d'entrée ou encore à l'interne via le portail d'IRCC, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, au Canada, c'est la Commission de l'immigration la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui est le tribunal administratif responsable là, de rendre des décisions justes et équitables conformément à la loi sur l'octroi ou non du statut de réfugié. Donc, pendant l'analyse de leur demande, qui, soit dit en passant, là, peut prendre jusqu'à 3 ans présentement compte tenu des hauts volumes, bien, la personne a un statut juridique qui est non permanent, mais qui va donner accès à une panoplie de services, notamment des services de santé, services sociaux, d'emploi, d'éducation. Donc, ça, je fais référence ici là, au panier de services de 1996 qu'on va voir un petit peu plus tard. Puis le panier de services est encore actuel là, en date d'aujourd'hui, en 2024. C'est important de comprendre qu'il y a certaines particularités là, qui sont propres au Québec. D'abord, le Québec est une province qui est francophone, puis c'est la capitale, c'est Québec, la ville de Québec, puis Montréal comme métropole. En matière d'immigration, le Québec a une entente particulière avec le gouvernement fédéral en ce qui concerne l'accueil des immigrants sur son territoire, donc dans la province du Québec. L'accord s'appelle l'Accord Canada-Québec, puis date de 1991. Donc, conformément à cet accord-là, on accorde là, au Québec un plus grand contrôle sur la sélection des immigrants qui souhaitent s'établir dans la province. Également, en vertu de cet accord, le Québec est autorisé là, à établir ses propres critères de sélection, puis aussi à créer des programmes d'immigration spécifiques pour soutenir les services d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. L'accord Canada-Québec reconnaît également l'importance de préserver l'identité culturelle et linguistique francophone du Québec. Donc, pour faire référence au panier de services, c'est un panier de services qui a été rationalisé en 1996, puis c'est le panier de services là, qui est vraiment encore actuel à l'heure d'aujourd'hui. On va le voir en détail à la diapositive suivante là, concernant le partage des pouvoirs entre le fédéral et le provincial. Une autre particularité de la province du Québec, c'est qu'on y retrouve le fameux chemin Roxham. Le chemin Roxham, c'est une route rurale située là, près de la frontière canado-américaine dans l'État de New York, puis qui va vers le Québec. En fait, depuis 2017, il y a des milliers de migrants empruntent cette route pour éviter les points d'entrée officiels parce qu'à l'époque, l'entente sur les tiers pays sûrs s'appliquait seulement aux points d'entrée officiels, donc aux points d'entrée terrestres là, le long de la frontière canado-américaine. Donc, pour pouvoir contourner l'entente sur les tiers pays sûrs, les personnes là, contourner les points d'entrée officiels pour rentrer au Canada. Puis, c'est comme ça qu'a été très médiatisé là, le fameux chemin Roxham.
Donc, le passage a vraiment attiré l'attention, surtout en 2017, suite aux annonces des politiques plus restrictives de l'administration Trump de l'époque. Donc, plusieurs personnes cherchaient à venir solliciter la protection internationale au Canada de peur d'être déportées par les États-Unis. Comme je disais, à l'époque, l'entente sur les tiers pays sûrs s'appliquait seulement au point d'entrée officiel. Donc, ça faisait en sorte que le chemin Roxham était devenu une voie légale pour contourner ces restrictions. Parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, la Convention de Genève empêche les États de poursuivre pénalement une personne qui serait arrivée de manière irrégulière. Donc, bien que l'arrivée soit irrégulière et pas illégale, puis c'est important de faire attention à la terminologie parce que si on utilise le terme illégal, on tend à criminaliser le geste qui pose alors que c'est protégé par le droit international et le droit national. Puis, le Québec a aussi 2 grands aéroports internationaux où des centaines de demandeurs d'asile vont arriver chaque semaine pour présenter une demande d'asile, soit l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau à Montréal ou encore Jean Lesage à Québec, qui reçoit moins de volume, par contre, que celle de Montréal. Puis, le Québec a la chance de compter sur le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile pour soutenir la population des demandeurs d'asile au Québec. Puis, c'est un programme qui existe depuis plus de 60 ans. Donc, le PRAIDA compte sur 60 ans d'expertise en contexte d'intervention psychosociale dans un cadre de migration non planifiée, donc de migration forcée. Donc, par rapport au partage des rôles et responsabilités, donc le Québec et le Canada ont des rôles et responsabilités différents en ce qui concerne les demandeurs d'asile. Donc, comme vous pouvez voir, d'un côté, c'est les responsabilités fédérales, puis de l'autre côté, c'est les responsabilités provinciales, donc du gouvernement du Québec. Du côté fédéral, le gouvernement fédéral est responsable du contrôle frontalier par l'Agence des services frontaliers. Puis c'est aussi l'agence qui est responsable d'entamer la série d'enquêtes pour la personne, donc les enquêtes relatives à l'identité, la sécurité, puis aux antécédents criminels. Tout dépendamment si la demande d'asile est faite à un point d'entrée ou à l'interne, c'est soit l'Agence des services frontaliers qui va la recevoir ou encore IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est aussi le gouvernement fédéral, par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est responsable de déterminer le statut, donc d'octroyer ou non le statut de réfugié. Aussi, une fois que le Québec atteint sa capacité en matière d'hébergement temporaire, le gouvernement fédéral, via IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, va prendre en charge l'excédent. Puis, c'est aussi le gouvernement fédéral qui est responsable d'assumer les coûts relatifs aux soins de santé par le biais du Programme fédéral de santé intérimaire, PFSI, qui est la couverture médicale des personnes qui demandent asile au Canada. C'est une couverture qui est fédérale. Si on regarde du côté du Québec, tantôt je faisais référence au panier de services de 96. Donc, c'est à cette époque-là qui a été rationalisé parce que le gouvernement de l'époque considérait que le Québec recevait beaucoup de demandeurs d'asile comparativement aux autres provinces. Donc, il a décidé de rationaliser un petit peu ses services. Donc, le Québec est responsable des services d'accueil et d'intégration linguistique et culturelle. Donc, c'est beaucoup offert par l'entremise du PRAIDA. Aussi l'aide financière de dernier recours, l'aide juridique selon les barèmes qui sont en vigueur, de prodiguer aussi des services sociaux et des services de santé, bien qu'ils vont être remboursés par le Programme fédéral de santé intérimaire. L'éducation primaire et secondaire pour les enfants de 18 ans et moins, puis l'hébergement temporaire jusqu'à concurrence de 1150 places. De façon générale, on héberge environ 20 des personnes qui vont présenter une demande d'asile au Québec. Donc ici, en fait, c'est vraiment pour vous parler des volumes des dernières années. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le Canada puis le Québec ont vraiment toujours accueilli des personnes qui sont en demande d'asile. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a une augmentation en 2017 où les volumes ont considérablement augmenté. L'année 2017 coïncide avec les annonces de l'administration Trump concernant la fin de certains statuts protégés, des statuts de protection temporaire, par exemple celui des Haïtiens. Puis aussi plusieurs autres politiques d'immigration plus restrictives. Donc, plusieurs personnes qui avaient peur d'être déportées dans leur pays d'origine sont venues vers le Canada pour présenter une demande d'asile, puis la plupart des personnes passaient via le chemin Roxham. Par contre, comme vous pouvez voir, depuis 2017, on fait face vraiment à une augmentation, sauf pendant la pandémie où les frontières ont été fermées pendant près de 18 mois. Par contre, la violence puis la persécution n'ont pas arrêté pendant la COVID.
Donc, depuis la réouverture des frontières en 2021, on fait vraiment face à des volumes là, qui sont sans précédent. En prévision de la réouverture des frontières en 2021, le Québec a statué sa capacité d'hébergement temporaire à 1150 places. Donc, une fois que la capacité est atteinte, c'est IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, là, qui va prendre en charge l'excédent. Là, à l'heure actuelle, il y a juste un hôtel en vigueur à Montréal, mais pendant un certain temps, il y en avait quand même plusieurs, là, plus d'une dizaine. On peut juste revenir à l'autre diapositive un instant. Parfait. Sinon, en 2022, il y a eu certains transferts là, interprovinciaux pour les personnes volontaires. Donc, plusieurs personnes là, qui étaient hébergées dans des sites du Québec puis qui désiraient aller dans une autre province, le transfert était facilité. Donc, dans ce contexte-là, on est allé présenter là, le modèle du PRIDA aux différentes provinces pour qu'ils puissent s'inspirer là, de notre modèle d'accueil. Puis, en 2023, il y a eu un protocole additionnel à l'entente sur les tiers pays sûrs qui a été mis en place, ce qui a en quelque sorte là, fermé le chemin Roxham, sauf pour certaines exceptions, notamment les mineurs non accompagnés ou encore les personnes qui avaient un membre de la famille au Canada. Donc, à la différence de l'entente de 2004, le protocole additionnel à l'entente sur les tiers pays sûrs, vraiment, là, s'applique tout le long de la frontière. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a en quelque sorte fermé le chemin Roxham, parce que c'est plus possible de contourner comme avant. Sauf pour ceux qui se qualifient en vertu d'une exception. Donc, depuis l'application du protocole, on a vraiment vu là, une baisse significative des arrivées par voie terrestre, puis une augmentation des arrivées par voie aérienne, puis des demandes à l'interne aussi. Les demandes à l'interne créent certains enjeux parce que l'émission de l'accusé de réception de la demande d'asile est émis là, dans un délai de 5 jours ouvrables. Donc, pendant cette période-là, les gens n'ont pas accès au service, étant donné qu'ils ne sont pas considérés encore comme une personne en demande d'asile, sont considérés comme le statut avec lequel ils sont arrivés. Donc, la plupart du temps, c'est touristes ou encore étudiants. Puis, comme vous pouvez voir, là, de janvier à août 2024, fort probablement que le Canada et aussi le Québec vont atteindre là, une troisième année record en matière de volume. Puis, à la différence de l'année dernière, c'est l'Ontario qui reçoit plus de personnes que le Québec. Mais le Québec et l'Ontario demeurent les deux provinces là, qui accueillent le plus de personnes qui demandent asile. Donc, en fait, ici, c'est pour vous montrer, là, depuis mars 2023, l'augmentation des arrivées par voie aérienne. Donc, vous pouvez voir, là, la ligne bleue, c'est le Québec, puis la ligne verte, c'est l'Ontario. On va pouvoir aller à la diapositive suivante. Puis ça, en fait, c'est la baisse là, des arrivées par voie terrestre. Donc, la ligne, pas orange, plus doré-jaune, ça représente le Québec. Donc, vous pouvez voir, le post-protocole additionnel, la baisse marquée des arrivées par voie terrestre. Donc, le PRIDA, c'est un programme qui fait partie du réseau de la santé et des services sociaux. Puis, on est mandaté par le ministère de la Santé et des services sociaux pour offrir des services psychosociaux et des soins de santé aux personnes qui demandent asile au Québec. Donc, on a vraiment un mandat qui est provincial, bien qu'on soit centralisé à Montréal. Comme je disais un petit peu plus tôt, le PRIDA compte sur 60 ans d'expertise en intervention psychosociale dans un contexte de migration non planifiée. Puis on est une ressource qui est unique au Québec, au Canada, puis on suscite vraiment l'intérêt de plusieurs chercheurs au niveau international. Plusieurs personnes veulent s'inspirer de notre modèle. Si on peut retourner à la diapositive précédente, s'il vous plaît. Donc, la mission du PRIDA veut vraiment de faciliter l'établissement, l'intégration des demandeurs d'asile au Québec en leur offrant des services de santé, des services sociaux, d'orientation et d'intégration. Mais on travaille aussi beaucoup à encourager l'autonomie des personnes en les aidant à acquérir là, les compétences nécessaires pour pouvoir réussir leur intégration puis participer activement à la société québécoise. Puis tout ça, on le fait en étroite collaboration avec les organismes communautaires, les institutions publiques, puis des partenaires gouvernementaux pour offrir vraiment un soutien qui est holistique et intégré aux personnes en demande d'asile. Puis, nos services sont articulés en quelque sorte comme ceux dans un CLSC, donc les centres locaux santé communautaire. Donc, la porte d'entrée se veut vraiment là, être l'accueil psychosocial. Puis, pour ceux et celles qui ont plus de vulnérabilité là, en lien avec leur trajectoire migratoire, il y a également la possibilité d'obtenir un suivi psychosocial. Puis, on prend aussi en charge les mineurs non accompagnés. Puis, on a aussi un service de représentation désignée, puis un petit volet d'accueil santé. Carissa va plus tard là, vous parler plus en détail
de notre offre de service. Sinon, par rapport à la clientèle admissible, ensuite, je vais pouvoir passer la parole à Carissa. Donc, nous, nos services sont vraiment accessibles là, dès le dépôt de la demande d'asile, puis jusqu'à l'acceptation, voire le renvoi. Donc, on peut accompagner là, les personnes dont la demande a été refusée, mais dont ils font l'objet d'un recours quelconque, là, par exemple, qui ont porté le dossier en appel, qui ont demandé un contrôle judiciaire à la Cour fédérale, qui sont sous un examen du risque avant le renvoi, les rares, ou encore pour des personnes là, qui auraient appliqué à la résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire. Puis, on a un autre petit volet vraiment pour les réfugiés réinstallés, mais qui résident sur l'île de Montréal, parce que ce mandat-là, il est plutôt régional et non pas provincial. Donc, on offre le bilan de santé et le bilan de bien-être. Mais Carissa va en parler également un petit peu plus tard. Merci, Alexis. Alors, je vais vous parler un peu de notre équipe. Nous sommes une équipe multidisciplinaire composée de professionnels de la santé et des services sociaux. Actuellement, nous comptons plus de 100 employés travaillant sur 4 sites. Alors, notre bureau principal, nos 2 sites d'hébergement et aussi une clinique communautaire. En 2015, l'équipe comptait 20 personnes. Alors, nous avons eu une croissance assez importante liée à l'augmentation des arrivées de demandeurs d'asile, comme Alexis l'a expliqué. Pour l'équipe d'hébergement, dans le fond, nous avons 2 sites d'hébergement à Montréal qui accueillent un total de 1150 personnes. Un hébergement de courte durée est proposé à l'arrivée pour une durée d'environ 6 semaines afin de laisser aux personnes en demande d'asile le temps de se trouver un logement, recevoir peut-être leur première chèque d'aide sociale, etc. La programmation dans nos sites est assurée en partenariat avec le YMCA par les travailleurs sociaux et les infirmières PRIDA et des partenaires communautaires aussi. En hébergement, les demandeurs d'asile sont orientés dans les prochaines étapes ou démarches de leur demande d'asile et dans leur installation au Québec. Ils peuvent recevoir un soutien individualisé et participer à des ateliers qui sont offerts sur place concernant les démarches d'installation, y compris les demandes d'aide sociale, la recherche de logement, leurs droits, l'accès aux services de santé, des ressources d'urgence, etc. Je vais juste retourner à l'autre diapo, juste pour vous donner une idée aussi des statistiques. En date d'aujourd'hui, on a 1100 personnes qui sont hébergées dans nos 2 sites. Le mois de septembre a vu 795 nouvelles personnes hébergées. Et 69% des personnes hébergées actuellement sont ici seules. À peu près 14% sont des familles, 15% des familles monoparentales et 2% c'est des couples. Et les principaux pays d'origine actuellement sont le Ghana, le Nigeria, la Guinée et le RDC. Notre équipe d'accueil psychosocial sert de porte-entrée à nos services pour les demandeurs d'asile dans la communauté. À l'accueil, les personnes en demande d'asile peuvent rencontrer un travailleur social qui évaluera leurs besoins, leur admissibilité au soutien financier et matériel offert par le PRIDA, interviendra dans les situations de crise et les orientera aux services nécessaires ou fera des références vers des services internes ou externes selon les besoins identifiés. Nous avons aussi commencé dernièrement à offrir des sessions d'information en ligne chaque semaine, tous les jeudis matins, pour répondre aux questions les plus récurrentes. L'idée est ce que ces séances en ligne puissent répondre aux questions plus générales, évitant ainsi aux personnes de se déplacer jusqu'à PRIDA pour poser ces questions. Et ça donne aussi aux travailleurs sociaux à l'accueil plus de temps pour intervenir dans des situations psychosociales qui peuvent être un petit peu plus complexes. Ensuite, nous avons 2 équipes qui offrent un suivi psychosocial aux demandeurs d'asile. Le premier, c'est l'équipe suivi adulte, qui offre un suivi psychosocial aux adultes nécessitant un soutien individualisé en raison des problèmes ou des enjeux liés à leur vécu pré-, péri- et post-migratoire ou au processus d'immigration.
Le suivi est normalement à faire sur une douzaine de rencontres au cours desquelles ils travaillent ensemble vers des objectifs qui sont définis dans un plan d'intervention. Ensuite, notre deuxième équipe de suivi est destinée aux mineurs non accompagnés et séparés. PRIDA a pour mandat d'assurer l'intégration, la sécurité et le bien-être des mineurs non accompagnés, ou les MNA, on va dire, au Québec, jusqu'à la réception de leur résidence permanente, l'obtention de leur majorité ou jusqu'à ce qu'ils quittent le Québec. Nous fournissons un soutien psychosocial ainsi qu'un soutien financier aux MNA. Et notre rôle auprès des MNA, c'est vraiment de rassurer, informer, les guider dans le processus de leur demande d'asile et leur installation ici au Québec, d'évaluer leurs besoins, les orienter vers des services appropriés, évaluer, soutenir le milieu de vie et les aider à naviguer entre les deux réalités complexes d'être à la fois adolescents et migrants. Les scénarios d'hébergement possibles, dans le fond, la majorité de nos jeunes vivent avec des familles de proximité ou des familles d'entraide, qui sont des membres de leur famille élargie ou de leur communauté. Et d'autres vivent aussi en famille d'accueil ou en foyer de groupe, dans des placements volontaires selon une entente avec la protection de la jeunesse ici au Québec. Pour vous donner une idée de statistiques, dans le fond, dernièrement, nous faisons face à un volume très élevé de mineurs avec une moyenne de 5 nouvelles arrivées par semaine, surtout provenant d'Inde actuellement, Haïti, RDC et Algérie. Et nous avons à peu près 265, je pense, dossiers actifs en ce moment. Ensuite, on a aussi une équipe de représentation désignée. Alors, un représentant désigné ou un ARD, je veux dire, est une personne qui est nommée par la CISR pour veiller aux intérêts des mineurs et des adultes qui sont incapables de comprendre la nature de la procédure de la demande d'asile. Alors, notre équipe ARD est composée de 5 travailleurs sociaux en ce moment et leur rôle est de vraiment soutenir la personne avant, pendant et après leur audience devant la CISR, les aider à retenir les services d'un conseil, de collaborer avec le conseil pour préparer le dossier pour l'audience et de tenir la personne informée des procédures en cours liées à leur demande d'asile. Et enfin, ça nous amène à notre équipe de santé qui est composée d'infirmières et de sages-femmes. Alors, ils réalisent des évaluations médicales sommaires et orientent des personnes présentant des conditions de santé, sur des femmes enceintes, des maladies chroniques, des problèmes de santé mentale ou des barrières linguistiques importantes. Ils les orientent vers les services de santé appropriés. Un soutien est également offert aux demandeurs d'asile qui sont hébergés dans nos sites d'hébergement pour les aider à naviguer dans le système de santé avec leur couverture PFSI, ainsi que des cliniques de vaccination et aussi une évaluation et référence par une sage-femme pour les femmes enceintes. Et je vais laisser la parole à Alexis. Oui, donc le PRIDA offre aussi du soutien aux professionnels. Donc, dans ce sens-là, on a des services spécifiques aux professionnels. D'abord, il y a la possibilité d'offrir des formations. Donc, c'est vraiment des formations là, sur la trajectoire des personnes qui demandent asile au Québec. C'est des formations qui sont mensuelles, offertes via Teams. L'inscription est gratuite. Puis vraiment, les grandes thématiques, c'est la question des statuts d'immigration, puis leur droit et accès aux services publics, certaines trajectoires migratoires, surtout celles utilisées par nos usagers. On parle aussi beaucoup là, de la question des enjeux et obstacles en lien avec le parcours du demandeur d'asile, mais aussi tous les obstacles à l'intégration. On parle bien en détail là, de l'offre de services du PRIDA, mais aussi toute la question des services publics et communautaires qui sont accessibles. Puis on en profite aussi pour faire des mises à jour là, sur les différents processus. Puis on partage aussi beaucoup d'outils là, pour soutenir les gens dans leurs interventions. Puis, on a également développé une boîte vocale pour les professionnels. Donc, les personnes peuvent nous contacter pour pouvoir avoir du soutien ou encore nous poser des questions là, en lien avec soit notre programme, comment nous acheminer une référence ou des questions peut-être plus d'ordre général là, en lien avec le statut de la personne en demande d'asile.
Donc, c'est vraiment 2 services qui ont été développés là, récemment. Puis l'objectif, c'est vraiment de pouvoir soutenir les différents professionnels. Sinon, ben, on va conclure avec quelques pistes de réflexion. Donc, on parle beaucoup des chiffres, des statistiques sans précédent concernant les déplacements mondiaux. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces chiffres, ce sont des personnes avec des histoires, avec un passé, un avenir, un futur, des gens qui ont le droit de rêver. Par contre, c'est des personnes qui ont été forcées de fuir par des contraintes extérieures, puis qui ont probablement, là, sans doute, laissé tout derrière elles. Puis ben, c'est important de retenir aussi qu'une fois au Canada, ben, ils vont contribuer à la société, ils vont contribuer à notre économie, ils vont travailler, ils vont payer des impôts. Puis la plupart d'entre eux aussi vont rester de façon plus permanente. En fait, en 2023, le taux des personnes acceptées était relativement élevé. On parle de plus de 70 %. Donc, plutôt que de les voir là, comme un fardeau, il faut vraiment les voir comme un investissement pour la société canadienne, vraiment une richesse. Puis aussi, bien, dans le contexte actuel où on fait face à des volumes sans précédent, puis les gens ont vraiment des besoins qui sont multiples, mais la collaboration intersectorielle est vraiment nécessaire, puis nécessaire, je le dis avec un N majuscule. On ne peut pas répondre à tous les besoins de toutes les personnes en demande d'asile. Ils ont des besoins multiples et variés qui vont solliciter là, différents champs d'expertise, des différentes disciplines. Donc, c'est super important là, de travailler ensemble dans le contexte. Puis, je veux aussi que vous reteniez que le PRIDA est là pour vous soutenir. Donc, n'hésitez vraiment pas à assister à nos formations ou encore à utiliser là, nos boîtes vocales pour les professionnels. Donc, merci beaucoup. Puis, on reste disponible pour vos questions. Je vous remercie, Alexis et Carissa, pour cet exposé très instructif. Nous allons passer maintenant aux questions et réponses par l'auditoire. Vous m'entendez bien, Alexis puis Carissa? Oui, Oui. parfait. Quelle est la différence entre les personnes protégées et réfugiées? Oui, ben en fait, au Canada, les personnes peuvent être soit acceptées conformément à la Convention de Genève, donc selon l'article 96 de la loi, ou encore comme personne à protéger selon l'article 97. Puis la définition de personne à protéger fait plutôt référence à la Convention contre la torture, donc une personne qui a besoin de protection parce qu'elle est à risque de subir de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donc, au Canada, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut être accepté en vertu des 2 conventions, mais ultimement, ça donne le droit de s'établir de façon permanente au Canada, puis éventuellement même de demander la citoyenneté canadienne. Merci beaucoup, Alexis. Aussi, le chemin Roxham est-il encore utilisé cette année, en 2024? Bien, en fait, non, parce que les personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui l'utilisent par méconnaissance. Par contre, s'ils ne sont pas en mesure de se qualifier selon une des exceptions, ben, ils vont être refoulés aux États-Unis. Puis s'ils sont en mesure de se qualifier en vertu d'une exception, ben, ils vont pouvoir avoir le droit de venir au Canada puis de présenter leur demande d'asile. Mais là, comme les personnes sont de plus en plus au courant là, du protocole additionnel à l'entente sur les tiers pays sûrs, ben, ils vont utiliser les voies le plus régulières, puis les personnes vont présenter leur demande là, au point d'entrée officiel qui est de Saint-Bernard de la Colle. Par contre, dans le protocole additionnel à l'entente sur les tiers pays sûrs, il y a une clause de 14 jours. Donc, ultimement, une personne pourra arriver de manière irrégulière, se cacher pendant 14 jours pour ensuite présenter une demande d'asile. Ce qui comporte certains enjeux, là, parce que la personne est dans une situation relativement très précaire là, pendant ces 14 jours-là, puis elle n'a pas accès aux différents services. Elle vit un petit peu là, sous le radar. Merci beaucoup, Alexis. Ça fait plaisir. J'ai une autre question aussi pour vous. Pouvez-vous expliquer le point sur les 1150 places par rapport à l'hébergement temporaire d'urgence? Oui, ben en fait, les 1150 places font référence aux places dans nos sites d'hébergement temporaire / d'urgence. En fait, avant la réouverture des frontières, ben, par exemple, en 2017, le PRIDA ouvrait des sites tant et aussi longtemps qu'il y avait des besoins dans ce sens-là. Donc, à l'été 2017, jusqu'à un certain point, on avait 11 sites d'hébergement temporaire, puis on avait même dû noliser là, le stade olympique pour pouvoir accueillir les personnes. Par contre,
en prévision de la réouverture des frontières puis des volumes sans précédent auxquels on s'attendait, le gouvernement du Québec a décidé de statuer sa capacité à 1150 places. Puis une fois que la capacité est atteinte, c'est le fédéral qui doit prendre en charge l'hébergement. Donc, c'est comme ça que ça s'est décidé là, avant la réouverture des frontières en 2021. Merci beaucoup. Une autre question. Êtes-vous financé pour fournir un soutien juridique pour le reste du processus d'immigration auprès d'une demande d'asile ou disposez-vous d'une ressource connexion disponible vers lesquelles les transférer? En fait, on travaille non, on n'a pas d'avocat à proprement parler là, au PRIDA. Les représentants désignés ne sont pas des avocats, mais plutôt des travailleurs sociaux. Au PRIDA, on va collaborer avec les professionnels du droit. Donc, on va collaborer avec l'aide juridique ou encore l'Association des avocats et avocates, l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, dont plusieurs d'entre eux là, prennent des mandats d'aide juridique. Donc, c'est vraiment les deux grandes ressources avec qui on va faire affaire. Merci beaucoup. Une autre question. On a bien des questions, c'est parfait. Je ne suis pas au Québec, mais je comprends qu'une entente Canada-Québec prévoit peu d'enveloppes pour des programmes soutenant l'intégration. Autre que les programmes de francisation, des programmes holistiques qui contribuent au bien-être de l'accompagnement de longue durée. Ces programmes sont particulièrement importants pour les familles réfugiées et sont un investissement indiscutable, particulièrement pour soutenir ces familles dans des enfants d'âge préscolaire. Oui, je suis d'accord avec votre commentaire. La question. Oui, c'est pas une question, je pense que c'est plus un commentaire, je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, nous, on n'est pas responsable de la francisation. C'est vraiment le ministère de l'Immigration, le MIFI, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, qui est responsable de financer des organismes pour la francisation. Merci. Là, j'ai une autre question. Offrez-vous également des formations aux professionnels de l'établissement à l'extérieur du Québec? Ça peut, on n'est pas fermé à l'idée. On n'a pas vraiment de demande, mais on peut tout à fait explorer cette possibilité-là. Parfait, merci. Selon vous, quels sont les besoins prioritaires en matière de santé pour les populations que vous servez? Les besoins prioritaires. De santé spécifiquement? Et c'est ça la question, oui. Je dois réfléchir. Et il y a On- plusieurs problématiques de santé mentale. Puis on a l'impression aussi que la COVID, elle a vraiment exacerbé là, toutes les vulnérabilités en lien avec la santé mentale. Donc, il y a définitivement des besoins dans ce sens-là, des besoins en matière de psychothérapie. Sinon, il y a plusieurs femmes enceintes aussi. Donc, d'avoir un accès là, aux services périnataux, donc les services pré, péri, postnatal. Ça, c'est quand même super important aussi, que les femmes aient un accès équitable et assuré aussi aux services. On a beaucoup de personnes aussi, de par la trajectoire migratoire, qui ont des maladies instables, des maladies chroniques instables, débalancées, comme par exemple une personne qui fait du diabète, mais qui n'aura pas pris ses médicaments pendant une certaine période, va tout avoir là, son diabète de débalancé. Donc, nous, on doit faire des démarches pour renouveler les médicaments. Donc, s'assurer l'accès aux services médicaux, c'est super important. Rapidement, comme ça, je pourrais dire que c'est les trois grandes principales raisons de consultation: femmes enceintes, santé mentale, puis maladie chronique instable. C'est ça que je pourrais dire. Merci beaucoup. Je fais référence aux demandeurs d'asile qui fréquentent les services, donc c'est sûr que c'est biaisé là, par rapport à la population. Ouais. Merci. J'ai une autre question. La question est en anglais, juste sur le bout de ma langue, comme ça je suis pas capable de le traduire, mais how do you support finding housing so that they move out from the shelter by 6 weeks? I understood that there are 11 organizations assisting with housing search and that they are supported financially. Yeah, exactly.
Well, we are lucky because we have those organizations, and they have kind of residency in our shelters. So they are there from Monday to Friday, and they are there to support. They do workshop, but they also give individual support. And for those the most vulnerable, they can have access to the soutien accru that we called. And it's really, it's a service that will, the employee, for example, he can go to visit the apartment, he can sensitize the landlord in order to facilitate the access to housing. So we are lucky to have those organizations, and they are funded by the MIFI, which is the Ministry of Immigration, Francization, and Integration. But fun fact, before the housing situation in Montreal is getting kind of complicated. Before the durée moyenne de séjour, the median stay was about 14 days, but now it's more about 50 to 60 days. So we had to extend our politics regarding that. I hope it was clear in English, yes. C'était super. Merci beaucoup, Alexis. Donc, on a terminé les questions pour aujourd'hui. Ça se peut qu'on ait d'autres d'ici qu'on termine le webinaire. Et puis, s'il y en a d'autres, ben, ça va être partagé. Puis, vous pouvez répondre en dehors. Donc, merci beaucoup, Alexis et Carissa, d'avoir pris le temps de participer à notre discussion aujourd'hui. Et un gros merci à l'auditoire de s'être joint à nous aujourd'hui. Nous vous invitons à joindre de nouveau à nous lors de nos prochains événements. Si vous avez manqué une partie de la présentation aujourd'hui ou si vous souhaitez le visionner de nouveau, sachez que nous publierons cet enregistrement sur notre plateforme N4 au cours de la prochaine semaine. Nous souhaitons poursuivre le dialogue pour cette présentation à amorcer. Nous publierons dans notre salle de réunion virtuelle appelée lieu de rencontre d'ici la semaine prochaine, les questions que nous n'avons pas l'occasion d'aborder dans la présente discussion en ligne dirigée au N4. Nous invitons nos présentateurs et présentatrices à répondre à vos questions ici. Nous souhaitons aussi également rassembler plusieurs ressources liées au sujet de la présentation aujourd'hui. Vous les trouverez dans notre trousse de ressources et nous relierons aux autres ressources lorsque nous publierons la version sur demande de la discussion. Si vous ne l'avez pas fait encore, veuillez vous inscrire à newcomernavigation.ca, français, accéder à toutes nos ressources et possibilités d'apprentissage. Après la séance aujourd'hui, vous serez invité à répondre à un sondage qui vous permettra de faire part à vos commentaires à N4. Ces sondages nous aident à améliorer continuellement, à rechercher de nouveaux contenus et à des occasions webinaires qui correspondent au sujet qui vous intéresse. Nous apprécierons grandement que vous répondiez à ce bref sondage en suivant le lien. Jetez un coup d'œil à notre application mobile N4 que vous pouvez télécharger sur les appareils Apple ou Android au moyen du code QR ici et on vous rend sur le site newcomernavigation.ca. Encore une fois, merci. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous lors d'un prochain événement N4. Nous vous souhaitons de demeurer en sécurité et en bonne santé.